Permettez-moi d'abord de vous dire mon grand plaisir de retrouver un grand nombre de personnes parmi vous avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler il n'y a pas si longtemps. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs. Un mot aussi pour vous dire la surprise qui fut la mienne lorsque le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, m'appela pour me proposer de présider la commission chargée de la rédaction de ce livre blanc sur la pénitentiaire. Depuis mon élection à la présidence du département du Nord en avril 2015, j'ai en effet démissionné du Sénat et la gestion du premier département de France, confronté à l'envolée du revenu de solidarité active, par exemple, ne me laissait guère de temps pour cette autre responsabilité. J'ai pourtant immédiatement accepté cette proposition, tant la question de l'univers carcéral m'a bouleversé, accaparé, passionné pendant mes mandats parlementaires. Rapporteur pour avis pendant plus de 10 ans du budget de l'administration pénitentiaire et rapporteur des projets de loi les plus significatifs en ce domaine, dont la loi pénitentiaire de 2009, je ne suis pas sorti indemne de ma relation avec le monde carcéral. À chacune de mes innombrables visites d'établissement, cette citation que l'on prête à Albert Camus me hantait. Une société se juge à l'état de ses prisons. J'ai rencontré la misère et la désespérance humaine dans ce monde clos, hors du temps et hors des préoccupations de la plus grande part de la société. Je sais à la fois la difficulté de la tâche des personnels pénitentiaires et le nombre de détenus frappés, violentés, tués parfois par leurs codétenus. Je sais le nombre de malades mentaux, souvent en danger, mais parfois aussi dangereux dans nos prisons. Je sais l'insupportable de l'absence totale d'intimité, bruit, odeur, caïda. Lorsque je suis intervenu pour la première fois dans l'hémicycle du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, c'était après avoir, la veille, visité avec le président Gérard Larcher la prison de Los. J'avais déclaré que si cette loi était un échec, ce serait le pire souvenir de ma vie de parlementaire. À de nombreuses reprises, je me suis opposé alors aux deux ministres de la Justice qui se succédèrent dans cette discussion, Rachida Dati et Michel Alliot-Marie. Avec mes collègues du Sénat, toutes tendances confondues, et avec l'aide si précieuse de Robert Badinter, nous avons alors créé l'obligation d'activité, modifié le régime des fouilles, développé les unités de vie familiale et les parloirs familiaux, et surtout sauvegardé le principe de l'encellulement individuel. Et nos collègues députés, en commission mixte paritaire, se sont rangés, une fois n'est pas coutume, sur les positions du Sénat. Je me souviens du désaccord avec Mme Alliot-Marie. Mme Alliot-Marie qui nous rappelait que l'encellulement individuel exigé par notre droit depuis 1875 ne s'était jamais appliqué et que c'était porter atteinte au prestige de la loi que d'affirmer des contre-vérités ou d'aller contre l'évidence. Le rapporteur que j'étais lui répondait que, même de moratoire en moratoire, la survie du principe attisait tout au moins notre mauvaise conscience et l'espoir de parvenir enfin à un taux acceptable d'encellulement individuel, car il existera toujours des personnes fragiles ou des situations particulières justifiant, voire imposant, au nom de l'intérêt général, un encellulement collectif. Ce qui est essentiel, c'est bien que toute personne souhaitant l'encellulement individuel puisse en bénéficier. Alors aujourd'hui, si l'on m'offre une nouvelle opportunité de jouer un rôle dans ce combat loin d'être gagné, je ne saurais la refuser. La réflexion à laquelle nous invite le garde des Sceaux porte fondamentalement sur les maisons d'arrêt, c'est-à-dire sur ces établissements qui pâtissent de la surpopulation carcérale et de ses conséquences délétères, comme si la pire des situations devait notamment peser sur des personnes n'ayant pas ou pas encore été condamnées. Même si je n'ai jamais cru que la construction de nouvelles places de prison suffirait à elle seule à régler tous les problèmes, même si je reste persuadé de l'importance des aménagements de peine, de la surveillance électronique, du travail et de la formation en milieu carcéral, il n'en reste pas moins que ces nouvelles maisons d'arrêt constituent une condition nécessaire, bien que non suffisante, du droit à l'encellulement individuel. Notre feuille de route portera aussi sur 3 réflexions que l'expérience des programmes d'hier, portés notamment par Albin Chalandon ou Dominique Perben, nous invite à approfondir. Les conceptions architecturales,
la dimension des établissements, la nécessité de concilier l'impératif de sécurité et les exigences d'une prise en charge adaptée, meilleure garante des chances de réinsertion. Quelle ne fut pas ma surprise lors de mes premières visites dans des établissements neufs et qui paraissaient garantir la dignité de la personne, d'entendre des détenus regretter ce que j'appellerais leurs anciens bagnes de lion ou de l'os, tant la déshumanisation des locaux et l'éloignement des surveillants créaient un univers redoutable. Or, faire du temps d'emprisonnement un temps utile, fécond, n'est-il pas le meilleur rempart contre la récidive? Autre préoccupation de cette commission, donner toute leur chance au métier de l'administration pénitentiaire, renforcer leur attractivité en permettant par exemple aux surveillants d'être en même temps des acteurs de la lutte contre la récidive et pour la réinsertion, en manifestant aussi à ces professions qui concourent à notre état de droit la gratitude et la reconnaissance qu'elles méritent. Enfin, les prisons de la République sont l'affaire de tous, et d'abord des territoires au sein desquels ils sont implantés. La qualité des transports publics, la qualité de l'offre de soins, la qualité du logement des personnels et de leurs familles, la disponibilité des hommes et des femmes d'entreprise, la proximité des autres services de l'État sont autant d'atouts qu'il conviendra d'expliciter. Une mandature s'achève, une autre prendra bientôt le relais. Notre ambition sera seulement de préparer au mieux, au-delà de toute considération de nature idéologique, les conditions d'une évolution que chacun juge nécessaire et espère qu'elle pourra se réaliser dans des délais rapprochés. Notre travail sera à la disposition de toutes les bonnes volontés. Il permettra, si l'on veut bien s'en servir, de gagner du temps. Or, en ce domaine, le temps est précieux et nous en avons assez perdu. Souvenez-vous, en 2000, après la publication du livre de Véronique Vasseur, médecin-chef à la prison de la Santé, les deux commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat. Souvenez-vous du titre donné par mon ami Jean-Jacques Hyest au rapport sénatorial « Prison, une humiliation pour la République ». 9 ans plus tard, devant le Congrès réuni à Versailles, le chef de l'État d'alors, Nicolas Sarkozy, dressait à son tour un implacable réquisitoire, je le cite, « La détention est une épreuve dure, elle ne doit pas être dégradante. Comment espérer réinsérer dans la société ceux qu'on aura privés pendant des années de toute dignité? L'état de nos prisons, nous le savons tous, est une honte pour notre République, quel que soit par ailleurs le dévouement du personnel pénitentiaire. » Fin de citation. On était donc passé en 10 ans de l'humiliation à la honte. Même si bien des efforts et des progrès ont été accomplis depuis, il reste tant et tant à faire dans l'intérêt de tous, à commencer par celui de la société et des victimes, sans oublier celui du rayonnement de notre démocratie. Monsieur le ministre a rappelé effectivement la brièveté des délais qui nous est impartis. Comme nous avons déjà perdu beaucoup de temps, je pense que cette brièveté est peut-être un facteur de réussite supplémentaire. Merci.